avec souvent des difficultés d'approvisionnement en médicaments à cause de la route et à cause de cette distance très importante, et donc avec des conditions sanitaires habituellement très difficiles. Dans cette zone de santé, il a déjà été noté il y a 2 ans une grosse épidémie de fièvre typhoïde. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a noté entre le 20 et le 24 octobre, ça c'est donc l'enquête qui nous commence à nous montrer cette apparition de ce phénomène dont nous allons parler. Et donc c'est fin novembre, donc l'alerte, un mois plus tard, que l'alerte est donnée et que nous avons donc immédiatement dépêché d'abord le médecin provincial du Kwango, avec 3 épidémiologistes, avec un laborantin et avec des experts du ministère de la Santé, qui ont mis 2 jours pour arriver sur la zone. Comme je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai parlé de la route, qui ont mis 2 jours pour arriver sur la zone. Donc nous avons fait une première évaluation le 30, mais cette évaluation était basée sur les rumeurs qui circulaient, parce que l'équipe n'était pas encore arrivée sur la zone. Et nous avons refait une évaluation cette fois-ci avec les éléments des équipes qui étaient arrivées sur la zone le 3. Donc il y a 48 heures, on a refait donc le point. Alors qu'est-ce qu'il a été donc constaté? Il a été constaté qu'on a signalé plus ou moins 382 cas de ce phénomène, et caractérisé par, premièrement, la fièvre, deuxièmement, la toux, troisièmement, le nez qui coule, ce qu'on appelle la rhinorrhée, et quatrièmement, des maux de tête et des courbatures. Donc vraiment un syndrome qui ressemble à un syndrome de grippe. Et avec, pour certains enfants et pour certaines personnes qui sont décédées, une détresse respiratoire, donc une difficulté à respirer, qui surviennent suite à ces tableaux. Alors, on a noté des décès, et on a pu maintenant dire combien sont décédés dans les zones de santé, dans les structures de soins. Et là, il y en a eu 27. 27 sont décédés dans les structures de soins. Encore une fois, comme je l'ai dit, ce sont des structures qui sont très difficiles pour prendre en charge des malades graves en détresse respiratoire. Parmi les 27 qui sont décédés, 10 c'était plus par manque de transfusion, étant donné donc le besoin de transfusion, parce qu'on a noté une grosse anémie aussi comme symptôme de cette maladie. Alors, l'anémie, on est en train d'investiguer pour savoir si, parce que comme la carence alimentaire est très importante, comme les enfants souffrent de beaucoup de paludisme et de beaucoup d'autres pathologies dans ce cas-là, on ne sait pas si l'anémie est causée par le phénomène ou c'est sur terrain d'anémie que le phénomène s'aggrave. Mais en tout cas, sur les 27, il y en a 10 qui avaient besoin de transfusion et qui sont décédés. Maintenant, dans la communauté cette fois-ci, pas dans les centres de santé, mais dans les communautés, dans ce que les gens ont rapporté, ils ont rapporté à peu près 44 cas, ce qui fait à peu près 71 cas au total de ce qui est réellement noté par les équipes sur terrain. Donc voilà à peu près les chiffres. Alors les 44 cas qui sont dans la communauté, nous ne pouvons pas d'emblée dire que c'est lié au phénomène parce que effectivement il peut y avoir d'autres causes de décès dans la communauté. En tout cas, l'équipe qui est arrivée maintenant est en train de faire la cartographie des symptômes pour que nous puissions bien caractériser ce qui se passe. Et a fait aussi des prélèvements. Encore une fois, il faut les ramener cette fois-ci ces prélèvements vers Kikwit pour le laboratoire. Vous comprenez donc comment est-ce que ce sont des zones très très éloignées. Et donc pour pouvoir avoir les résultats et éventuellement trouver la cause. Nous sommes en train de discuter avec tous les spécialistes, notamment avec ceux de l'INRB, avec tous ceux qui ont géré les épidémies, pour voir un peu quelles sont les premières hypothèses que nous pouvons émettre. Alors, on est déjà plus ou moins dans l'affirmation que c'est respiratoire, parce que les gens décèdent dans un tableau de détresse respiratoire. Respiratoire avec un tableau de départ qui ressemble, comme je l'ai dit, à un tableau
qu'on peut retrouver dans une grippe. Ça, c'est la première chose qu'on peut déjà dire dans les hypothèses. Hein. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que la période, ça commence en octobre, nous sommes maintenant en décembre, eh bien, c'est la période de la grippe saisonnière qui commence d'octobre à mars, et avec un pic en décembre. Donc, est-ce que c'est une grippe saisonnière sévère avec, sur un tableau des gens fragiles à cause de la malnutrition, à cause de l'anémie, à cause des autres maladies, ou est-ce que c'est un autre germe? On va le savoir avec les résultats. Mais ça peut être une des premières hypothèses, que ce soit vraiment une grippe saisonnière sévère qui touche la zone. Encore une fois, j'ai dit que c'est des hypothèses en attendant les résultats de prise de sang, enfin les résultats des prélèvements. On a imaginé, est-ce que ça peut être Covid? Alors le taux de mortalité qui est autour de 7,5-8% nous fait penser peut-être que ce n'est pas Covid. Parce que Covid n'a pas ce taux de mortalité. Cependant, c'est dans une zone où les gens sont très fragiles. Donc ça peut aussi être possible que ce soit un virus de ce type-là sur des personnes fragiles. Est-ce que c'est un autre germe? On ne le sait pas encore. On va le savoir très rapidement. En tout cas, avec tous les experts avec lesquels nous discutons, il nous semble que c'est quelque chose que l'on peut éventuellement contenir localement si nous avons la confirmation de ce qui se passe. Voilà à peu près la situation de cette maladie. Donc, on n'est pas à 169 morts, on n'est pas à 200 morts, mais voici les éléments de l'équipe qui est arrivée sur terrain. Hier, j'ai reçu le caucus de députés de Kwango. Donc, tous les députés de Kwango sont venus pour qu'on fasse le point. Et ce que je viens de vous dire ici, je l'ai répété donc aux députés du Kwango hier. Et donc, nos équipes locales sont sur place. Les équipes centrales vont aller maintenant parce qu'on attendait d'avoir les premiers résultats de l'équipe sur place pour préparer correctement l'équipe qui va du niveau central. Mais cette équipe est déjà prête à partir et donc on va avoir plus d'éléments pour ce qui se passe là. Donc en gros, zone très reculée, alerte donnée en fin novembre et l'enquête montre que le phénomène a commencé fin octobre et ce phénomène a fait 27 décès dans les centres de santé et à peu près 44 décès, si c'est confirmé, dans les communautés, caractérisé par un syndrome qu'on voit régulièrement, c'est-à-dire fièvre, le nez qui coule, les céphalées, les courbatures et l'anémie, et qui sévit en touchant plus les enfants, parce que les enfants de moins de 5 ans sont à 40% concernés dans le phénomène. Voilà à peu près la situation à ce jour de ce qui se passe dans le Congo. Peut-être qu'on va laisser les gens qui veulent avoir plus de précision poser des questions. Voilà, merci. Juste avant de commencer. L'équipe fait 417 km sur cette route-là. Je vous ai dit que l'équipe a mis 2 jours pour atteindre la zone à cause de la route qui est très mauvaise en période de pluie. Et c'est dimanche, nous sommes jeudi aujourd'hui. Et je vous ai dit que mardi, nous avons maintenant la situation de l'équipe qui est arrivée sur place, qui a déjà fait les prélèvements, et donc je réponds aussi à la même question pour dire, nous attendons les résultats de ces prélèvements. J'ai dit que ça va à Kikwit, parce que la zone de santé est très très éloignée, elle n'a pas un laboratoire, elle, dans cette zone de santé, capable de nous donner des éléments qui puissent nous répondre. Mais maintenant, les échantillons ont été prélevés, on va avoir les résultats, et ça nous permettra de savoir effectivement quelle est la meilleure stratégie à faire. Parce que si on tombe que c'est une grippe, ce n'est pas la même chose que si on tombe que c'est une autre maladie. Et donc c'est ça qui est important pour nous, c'est le diagnostic. Ce n'est pas qu'il fallait déjà alerter, protéger les autres provinces, on va les protéger de quoi? On veut d'abord savoir. Et 3-4 jours, ce n'est pas du retard. Et grâce justement au pouce, parce que vous savez, quand on réagit à une situation, la vraie question c'est le niveau d'alerte que nous nous donnons. Nous on a mis l'alerte maximale. Mais l'alerte maximale, ça veut dire apprécier correctement la situation. Toutes les équipes sont en train d'apprécier la situation pour savoir quelle est la maladie qui est là.
Ça, c'est la première chose. Et donc, la deuxième chose, c'est que le nombre de guéris, parce que ça, c'est la question qui est posée, nous avons évalué le nombre de personnes qui ont été signalées. Et le nombre de personnes qui ont été signalées, je vous dis, c'est 382. Et je vous ai dit que dans les centres de santé, il y a eu 27 morts. Sur les 27 morts, je vous ai dit qu'il y en a 10 qui sont morts parce que c'était un besoin de transfusion dans cette zone de santé très éloignée. Ça, c'est le relèvement, le relevé que l'équipe qui est partie fait sur le terrain. Finalement, les symptômes ont disparu à telle date, ça va nous permettre d'avoir une idée précise de la durée des symptômes. Et donc, par rapport au degré d'inquiétude, ça c'est la question de France 24, je dis bien que nous on met l'alerte au maximum. Est-ce que c'est Covid? J'ai dit que je ne sais pas si c'est Covid. Mais la première tendance nous ferait penser que ce n'est pas Covid. Mais encore une fois, Covid sur un terrain fragile peut tuer plus. C'est pour ça que nous disons, nous attendons les résultats de prélèvement pour préciser ce qui se passe. Mais cette zone de santé, comme je l'ai dit, a déjà eu une épidémie grave il y a 2 ans, c'était à dans cette zone de santé-là. C'est pour ça qu'on se dit, il faut qu'on donne une réponse précise, on ne peut pas vous dire oui, c'est cette maladie. On vous donne la chronologie des choses. Nous avons été alertés le week-end dernier, et tout ce que je vous dis là, c'est dans les 4 jours qui sont passés. Donc voilà à peu près la situation. Et combien de temps pour le rétablissement? Encore une fois, c'est l'enquête sur place qui va nous dire combien de temps les gens prennent pour le rétablissement. Est-ce que c'est une grippe? Tout ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes dans la période saisonnière où la grippe frappe. Et à Kinshasa, il y a beaucoup de cas de grippe qui sont documentés. Et tout ce que je vous dis là, c'est les résultats que nous discutons avec INRB parce que c'est prélevé. Et on se pose la question, est-ce que ce n'est pas la même grippe, mais dans une zone très fragile? Donc on se pose cette question-là, on regarde. Et si, dès qu'on a les résultats, j'espère qu'on va les avoir aujourd'hui, demain ou après-demain, en ce moment-là, on pourra préciser et prendre les mesures adaptées. Parce que si c'est une grippe, ce n'est pas la même chose que si c'est une nouvelle maladie qu'on découvre. Si c'est un germe nouveau, si c'est un germe de type bactérien, en ce moment-là, on met des antibiotiques. Alors que quand c'est une grippe, ça ne sert à rien de mettre des antibiotiques. Probablement qu'il y a d'autres mesures de santé publique que l'on pourra prendre. Alors, on va prendre la deuxième série de questions-réponses. Je commence par les John Kennedy. Ça ressemble à une maladie de type respiratoire. Je dis bien que ça ressemble. Encore une fois, on est à 4-5 jours de l'alerte. Donc ne pensez pas, en 4-5 jours, on peut déjà identifier, savoir comment ça se transmet, savoir comment est-ce qu'on protège les gens. C'est difficile de répondre à ça en 4-5 jours de l'alerte. L'alerte est arrivée vendredi soir et donc disons samedi matin. Et c'est là que nous avons commencé à réagir. Donc ça fait 4-5 jours de l'alerte. Donc pour vous dire quel est le mode de transmission, je n'ai pas envie de vous mentir. Est-ce que c'est une maladie de transmission par l'eau? Est-ce que c'est une bactérie qui se transmet par l'eau? Est-ce que c'est une maladie de transmission respiratoire par la toux? Je ne peux pas encore répondre. Il faut qu'on identifie, je répète encore, il faut qu'on identifie les germes, il faut qu'on vous dise ces germes se transmettent de telle manière ou telle autre manière. La santé, c'est des problèmes de sécurité. Donc ça, je ne peux pas vous dire que c'est une bonne chose, mais c'est une réalité. Alors, approche de Noël, oui, mais encore une fois, il faut y arriver. Ce n'est pas les gens de OneHealth qui sont sur place. D'ailleurs, il n'y a pas le réseau à Panzi. Donc, ils ne peuvent même pas y arriver. Donc, l'idée, c'était d'abord d'y arriver, de prélever et de savoir quelle est l'origine. Zoonose, je ne sais pas si c'est une zoonose. Est-ce qu'il y a des animaux qui font ça? Je ne peux pas vous répondre encore. Il faut, encore une fois, laisser qu'on identifie les germes, qu'on identifie la cause. En ce moment-là, on pourra vous dire, cette cause ici, ça se gère de cette manière. Mais malheureusement, tant que je n'ai pas cette réponse-là, je ne peux pas vous répondre que c'est une zoonose. Il faut que ce soit OneHealth qui gère ou qui arrive rapidement. OneHealth va passer par la même route. Il ne peut pas arriver plus vite. Et d'ailleurs, le réseau n'est pas là. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des structures de santé qui sont équipées pour faire face? De manière générale, vous savez que le système de santé est assez faible dans nos milieux ruraux. Donc je ne veux pas vous dire que les structures de santé sont assez fortes pour gérer, notamment pour gérer des détresses respiratoires. Il y a besoin d'oxygène, il y a besoin éventuellement des respirateurs,
Donc ça veut dire des courants électriques, des services de réanimation, des choses comme ça. Je ne peux pas vous dire que les services de santé dans les milieux ruraux sont adaptés pour gérer des complications sévères des épidémies. Mais par contre, pour la surveillance, pour le testing, pour la protection contre les infections, pour la prise en charge médicamenteuse, toutes nos structures sont capables de faire et nous les renforçons. Je vous ai dit que nous avons tous les dispositifs, mais on ne va pas prendre tout et ramener. On doit savoir quel genre de dispositif on amène en fonction de la maladie qui est là. Si c'est une maladie diarrhéique causée par l'eau, on n'amène pas les mêmes choses que quand c'est une maladie respiratoire, on a besoin d'avoir des petits extracteurs d'oxygène. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est vraiment le diagnostic qui nous permettra de donner des réponses à ce genre de questions. Alors, coordination, j'ai dit que, premièrement, c'est le niveau provincial qui intervient. Et le niveau provincial est parti dimanche et a pris 2 jours pour arriver, lundi soir, et nous avons fait la réunion mardi. Donc le niveau provincial est arrivé. Mais le niveau provincial est en coordination avec le niveau central. Je vous ai dit que l'INRB a déjà apprêté l'équipe qui part, le COUS, le centre d'opération d'urgence, a déjà apprêté l'équipe. Il fallait nous avoir les premiers éléments pour bien calibrer l'équipe qui part. On n'envoie pas des gens juste comme ça en disant on a appris qu'il y a des morts, allez-y. Non, on calibre l'équipe et on envoie en fonction de ce qui se passe. Alors, c'est la même chose de la transmission. Pour vous dire, c'est une transmission respiratoire, transmission digestive, une transmission par les mains sales. Je ne vais pas encore répondre à cette question. Alors, est-ce qu'on peut gérer 2 épidémies à la fois? On peut gérer, on n'a pas le choix. Est-ce qu'on va dire, non, ne gérons pas d'abord, on n'a pas le choix, on doit les gérer. Vous savez que nous gérons en même temps choléra, nous gérons en même temps rougeole, nous gérons en même temps poliomyélite. C'est parce qu'on parle beaucoup d'impox, mais nous gérons plusieurs épidémies actuellement. Et la RDC a fait quelque chose, a une bonne expérience pour gérer les épidémies. Ça me permet d'ailleurs de répondre à la question sur la tendance d'impox. Nous faisons dans cette salle tous les lundis des réunions stratégiques pour voir où est-ce qu'on en est avec impox, où est-ce qu'on va avec impox. Et donc nous avons des résultats que nous communiquons et moi je le fais au Conseil des ministres chaque vendredi. Je vous donne juste sur les 2 dernières semaines. La semaine 47, je pense, on était à 849 cas. Et la semaine 48, on est à 430 cas à peu près. Donc, Impox, pour l'instant, nous ne sommes pas dans l'explosion qu'on aurait pu craindre. Parce qu'on voit encore des endroits, des zones de santé, notamment parce que la question a été posée aussi, dans les provinces que nous appelons hotspots, là où il y a le plus de cas. Le Sud Kivu, l'Équateur, la Chapa, le Sankourou, le Pazuele, là on voit encore des cas qui montent. Maintenant, quand on regarde au niveau global, c'est ce que je viens de vous dire, pour la dernière semaine, on était à 439 cas, je pense, ou quelque chose comme ça, contre 800 quelque chose de la semaine précédente.